construction, il y a des conditions à remplir pour la matérialisation. Aujourd'hui, ici, le Premier ministre a fait cette annonce, nous l'accueillons avec fierté et espérons que quand même cela va se traduire très vite. Mais il y a des préalables. La première condition, c'est l'appurement de la dette. Parce que tant que la dette à nos entreprises n'est pas payée, ça va être très difficile. Aujourd'hui, la première priorité, c'est l'appurement de la dette intégrale où au moins les 80% de cette dette aux entreprises du secteur puissent être réglés. Les nouveaux projets faits de telle sorte que nos entreprises nationales puissent en bénéficier. Troisièmement, je l'ai toujours dit, pour que les nouvelles autorités puissent savoir ce qui se passe dans le secteur du BTP, il faudra forcément ce qu'on appelle les aspects du secteur du BTP. Un secteur à l'arrêt avec plus de 1000 salariés envoyés au chômage. Pour le président du syndicat professionnel des entrepreneurs du BTP, l'urgence est une rencontre avec le ministre des Finances pour réfléchir sur un plan de décaissement. Omar Ndir. Nous pensons qu'il faudra dans un délai très court rencontrer le ministre des Finances afin qu'on puisse savoir quel est le planning de décaissement prévu par l'État. Il faudra également que, parallèlement, les chantiers qui avaient été arrêtés pour différentes raisons, que ces chantiers puissent redémarrer de manière à ce que l'activité économique BTP se remette en marche. Le Premier ministre a annoncé en Conseil des ministres la relance des activités économiques, en particulier dans le secteur des bâtiments, ainsi que l'achèvement des anciens chantiers de construction d'écoles et du démarrage des nouveaux chantiers. Restons sur le Conseil des ministres d'hier, ou la réunion du Conseil des ministres d'hier avec cette mesure individuelle. Alioune Badara Kandji est le nouveau recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il était jusqu'ici le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, une faculté où l'homme a gravi tous les échelons. Son portrait est signé El Hadj Ndiogou Diène. Un universitaire issu d'une famille d'universitaires, c'est ainsi qu'on peut présenter Alioune Badara Kandji. Le nouveau recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est le fils aîné du professeur Mamadou Kandji, plus connu sous le nom de doyen Kandji, ancien doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, mais aussi ancien vice-recteur de l'UCAD. Sa mère fut enseignante à la FASTEF, sa tante fut aussi enseignante à la faculté des lettres et son jeune frère enseigne à la faculté des lettres et sciences humaines. Le nouveau patron de l'UCAD a été enseignant au lycée à la FASTEF avant d'atterrir à la faculté des lettres et sciences humaines. Dans cette faculté, Alioune Badara Kandji a été maître de conférence, assesseur du doyen Pierre Sarr, puis doyen par intérim et doyen depuis 2021. C'est lui d'ailleurs qui a piloté la réforme LND à ses débuts à la faculté des lettres. Spécialiste de littérature anglaise, il est titulaire de chaire. Alioune Badara Kandji est l'auteur ou le co-auteur de plusieurs publications académiques comme Poétique du conte gaélique et Wolof ou encore A Tradition and the Individual Talents and African Reception of Eliot's Poetry. Le professeur Alioune Badara Kandji, décrit comme un homme de consensus et un bon manager, est aujourd'hui âgé de 55 ans. RFM, la radio de toute l'actualité. Les 10 travailleurs licenciés au commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience ont porté plainte contre leur direction à l'inspection du travail, mais les négociations entre les deux parties n'ont pas abouti. Une nouvelle rencontre est prévue jeudi prochain. Écoutons Omar Dramé, coordonnateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise. Devant l'inspecteur qui a rappelé les faits qui ont motivé cette convocation faite par les plaignants. Comme à l'accoutumée, la direction continue de camper sur sa position, c'est-à-dire que le recrutement n'a pas fait l'objet d'une validation par le ministère des Finances, ce qui est véritablement en déphasage avec ce que l'avocat représentant de la direction qui a lu la lettre du ministère des Finances qui fait état de corriger. Et nous estimons que corriger n'est pas licencier. Puis encore, la direction a proposé un accompagnement de 5 mois de salaire, ce qui nous jugeons véritablement comme une farce, parce que bafouer les droits des travailleurs et venir par la suite proposer un accompagnement, cela ne serait accepté. Ce que nous réclamons, c'est la réintégration de ces travailleurs qui jouissent tous des droits légaux, et véritablement que
que la direction comprenne que cela n'est pas à négocier. Le jeudi prochain, une autre rencontre est convoquée pour poursuivre les discussions. Nous allons véritablement donc répondre encore une fois de plus à cette rencontre, mais vouloir bafouer nos droits et venir donc nous proposer donc des accompagnements, cela ne saurait accepter. Alors à Fatick, où le service régional du commerce renforce son dispositif de contrôle pour éviter toute spéculation sur les prix durant ce mois de Ramadan. Après quelques jours de descente sur le terrain, aucune anomalie n'a été notée dans les 3 départements de la région. Le marché est bien approvisionné, les prix restent stables. C'est ce que dit Mamadou Moustapha Ndiaye, le chef du service du commerce de Fatick. Propos recueillis par Aminata Goudiaby. Le service régional du commerce a mis en place une organisation pour la collecte de données sur la situation du marché. La centralisation et l'analyse de l'ensemble des données découlent sur la production d'un relevé hebdomadaire de stock et prix des produits de grande consommation. Et ce relevé fait état d'un marché suffisamment approvisionné en produits et denrées de première nécessité, principalement le riz, l'huile, le lait, le sucre cristallisé, la farine, l'oignon et la pomme de terre, qui sont des produits fortement consommés durant cette période. Ainsi, nous pouvons clairement affirmer que les besoins de la population en matière de denrées seront couverts durant ce mois de Ramadan. Sur la question des prix, l'analyse du relevé fait état d'une certaine stabilité des prix des principaux produits consommés durant le mois de Ramadan. Mais pour éviter toute spéculation ou hausse injustifiée des prix, le service a renforcé le dispositif de contrôle avec une brigade de surveillance qui effectue des missions de contrôle quotidien au niveau des axes routiers, des marchés et dans tous les lieux de commerce. Et dans ce cadre, les commerçants qui commettent des pratiques de prix illicites seront sanctionnés conformément à la législation en vigueur. À Kaffrine, l'accès au foncier est un vrai problème pour les jeunes et les femmes. Le projet Sensouf travaille sur la question. Les responsables, dans le cadre de la 2e phase, veulent mettre l'accent sur le renforcement des droits fonciers à travers des initiatives spécifiques. Une rencontre sur la question a eu lieu en présence de notre correspondante Ndeye Awabey. L'accès au foncier à Kermbouki demeure un défi majeur pour les jeunes et les femmes. Cette situation entraîne souvent des conflits selon le maire de cette commune rurale située dans le département de Kaffrine, Abdou Aziz Diagne. Parfois ça nous arrive même ñu envisager suspendre yenn kii. Sensouf, ce programme soutenu par la coopération allemande est venu apporter une réponse à cette injustice, rassure le directeur de l'agence régionale de développement et secrétaire du comité de pilotage, Sambo Diop. Éviter un peu les conflits qui naissent un peu de l'utilisation des terres du domaine national entre les différents usagers du foncier. Il a été mis en place des bureaux fonciers au niveau donc des différentes comités d'intervention qui ont été équipés avec des acteurs qui ont été formés pour permettre aujourd'hui d'avoir une cartographie beaucoup plus claire sur tout ce qui concerne un peu l'accès au foncier en termes de demande, mais également en termes de patrimoine et accompagner également les demandeurs de parcelles pour permettre aujourd'hui à chaque population de savoir si elle veut avoir accès à la terre, quelles sont les procédures, quels sont les moyens, quel est le processus à suivre pour au moins pouvoir faire une demande d'affectation de terre. La cérémonie de lancement de la 2e phase du programme Sensouf a été présidée par le gouverneur de la région. Dayaoubé Kaffrine, Radio Futur Média. Pour les femmes de Linguère, l'un des principaux défis, c'est la production et la transformation du lait local, mais déjà elles évoquent l'absence d'équipements professionnels. La foire régionale de Louga, organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, a été une tribune pour engager le plaidoyer. Nafissa Toundiaye. La Semaine nationale de la femme bat son plein dans une parfaite ambiance dans la capitale du Ndiambour. Lors de la journée dédiée au Jolof, les femmes ont profité de la présence des autorités pour exprimer leurs préoccupations. Awa Alassane Sow, présidente du DIRFEL, directoire des femmes en élevage de Linguère. Nos éleveurs transitent vers le Saloum car il n'y a pas de pâturage dans le département de Linguère et cela impacte les femmes transformatrices de lait. À cela s'ajoute le manque d'eau et de néma pour le bétail. La présidente du DIRFEL interpelle aussi le ministre de l'élevage sur d'autres préoccupations les concernant. Les femmes doivent avoir accès aux fonciers pour pouvoir vendre leur production au niveau des grandes surfaces car à chaque fois, ces produits laitiers pourrissent entre leurs mains.
côté emballage bi aussi tam dañ ci am jafe-jafe. Say Cissé, député du département de Linguère, a reconnu la légitimité de leurs inquiétudes et a tenu à les rassurer. Elles nous ont encore exposé leurs doléances, nous savons déjà. Et c'est pas aussi tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous avons bien pris note. On est en train de voir des solutions. Même son de cloche du côté des autorités administratives, Ndenguenar Mbodj, gouverneur de la région de Louga. Il y a le ministre de l'Agriculture qui va profiter de cette occasion pour remettre le matériel agricole destiné aux femmes de la région. Nous avons pu aussi recevoir des dons venant des partenaires. La journée internationale des droits des femmes se prépare à grands pas dans la commune de Louga. D'ailleurs, 3 ministres y sont attendus ce jeudi, parmi lesquels Maïmouna Dièye, ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. Toujours dans le cadre de cette semaine nationale de la femme, la caravane nationale était à Tambacounda. Forte mobilisation des femmes du pôle sud-est. Elles ont posé leurs difficultés sur la table. Manque de financement, de formation entre autres. Elles veulent aussi l'ouverture du marché sous-régional à sous-régional à Tambacounda, une région frontalière. Les travaux de l'infrastructure sont déjà terminés, ajoute Aïssatou Diagne, leur porte-parole par ailleurs, 3e adjointe au maire de Tambacounda. Elle est au micro d'Ousseynou Diallo. Au nom des populations de Tambacounda, particulièrement les femmes qui se sont mobilisées en masse, je souhaite la bienvenue à Madame le ministre Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, ainsi qu'à toute sa délégation. Cette journée qui marque le passage de la caravane de la Semaine nationale de la femme à Tamba est une occasion pour les femmes du pôle sud-est de vous exposer leurs projets, les difficultés qu'elles rencontrent, surtout les femmes du monde rural. Le thème choisi pour cette semaine de la femme, droit, égalité et autonomisation au cœur de la vision Sénégal 2050, les femmes s'engagent et mobilisent les communautés, interpellent les droits et devoirs des femmes. Madame le ministre, la promotion de la femme passe aussi par le renforcement des dispositifs de promotion des femmes. C'est pourquoi nous sollicitons votre accompagnement pour le démarrage effectif des activités de la Maison de la Femme et du marché sous-régional des femmes, dont les travaux sont déjà achevés. En effet, la Maison de la Femme et le marché sous-régional des femmes de Tamba vont certainement permettre aux femmes du pôle sud-est et même du Sénégal d'avoir des espaces où développer leurs activités et valoriser leurs produits. D'autre part, pour accéder au développement des terroirs, l'autonomisation économique des femmes doit être au cœur des stratégies visant à édifier les économies dynamiques et fédératrices. En outre, l'État doit accompagner les femmes à surmonter les obstacles pour accéder aux services publics, à la protection sociale, à des emplois décents, au marché et aux institutions. Et cela passe par l'éducation, car l'éducation et la formation des femmes sont des conditions sine qua non pour arriver au développement. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Parlons maintenant de cette question écrite adressée au ministre de l'Emploi. Elle est portée par le député Mamadou Sey, membre de PASTEF Les Patriotes. Une question qui résulte d'un constat. Chaque année, 2000 à 3000 jeunes de la banlieue s'inscrivent au niveau des pôles emploi. Au final, seule une centaine obtiennent des financements. On l'écoute avec Fama John. J'ai adressé des questions écrites au gouvernement relatives à l'harmonisation des plateformes au niveau des pôles emploi. Vous savez, chaque année, il y a des milliers de jeunes, 2000 à 3000 jeunes qui s'inscrivent au niveau des plateformes, à savoir DER, ANPEJ, 3FPT, pour bénéficier des financements et des formations. Le problème que nous avons constaté est que tout jeune peut s'inscrire au niveau de n'importe quelle plateforme et peut avoir 2 avantages à la fois, au moment où quelqu'un d'autre n'a rien. Alors, c'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement de pouvoir harmoniser les plateformes afin d'éviter d'éliminer ces milliers de jeunes qui ont l'espoir de bénéficier des formations et des financements. Et puis on revient sur la nomination hier en Conseil des ministres du nouveau recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Alioune Badara Kandji. L'ancien coordonnateur de la section SAES de l'UCAD et actuel membre du conseil pédagogique de l'université, Yankhoba Seydi, accorde un préjugé favorable au nouveau recteur. Il l'attend sur les problèmes d'effectifs, d'infrastructures et de finances de l'université. Nous l'écoutons.
Disons qu'à Aline Badara Kandji, les attentes que nous avons, c'est qu'il puisse continuer exactement le travail qu'il a commencé à la fac de lettres, c'est-à-dire en tant que manager, privilégier le consensus, donc le dialogue permanent avec les acteurs. Et je pense que ça, pour moi qui suis de la fac de lettres et qui l'ai vu à l'œuvre, je pense qu'il y a quand même un espoir qu'il puisse continuer cela. Maintenant, il a encore une position beaucoup plus stratégique que la fac de lettres puisqu'il a en charge toute l'université et on sait que l'université Cheikh Anta Diop c'est la plus grande du Sénégal. Nos attentes et les attentes des acteurs de ce nouveau recteur, c'est qu'il puisse continuer à être l'homme de consensus qu'il a été et qu'il puisse à chaque fois mettre en avant la communauté, c'est en tout, il y a 3 composantes au moins. L'université, vous savez que tout est défi au niveau de l'université. Donc, les préoccupations particulières, c'est surtout les questions d'effectifs, les moyens, donc la question des budgets, parce que ça nous rattrape, les infrastructures, tout ça, ce sont des questions qui sont sur la table de tout recteur qui arrive, puisque pendant longtemps, ils n'ont pas reçu d'écho favorable, et il faut mobiliser les moyens, les ressources internes pour prendre en charge certaines préoccupations, être une très bonne interface avec le gouvernement ou l'État du Sénégal pour que les problèmes qui relèvent de ces autorités politiques puissent être réglés rapidement. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Fama John, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. La Côte d'Ivoire et le Ghana plaident pour le retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Les 2 pays affichent une position commune. Les pays de l'Alliance des États du Sahel doivent revenir au sein de l'organisation régionale. Pour Alassane Ouattara et John Dramani Mahama, l'unité des 15 États est essentielle face aux défis économiques et sécuritaires croissants. Le président ivoirien en appelle à la médiation de son homologue ghanéen. John Dramani Mahama estime que rien n'est perdu d'avance. Il veut croire à un retour possible des États dissidents. Un message lancé alors que la CEDEAO a accordé un sursis de 6 mois à l'AES pour revenir sur sa décision. Mais du côté de Bamako, Ouagadougou et Niamey, les autorités militaires campent sur leur position et qualifient le retrait d'irréversible. Au Cameroun maintenant, les avocats ont lancé hier mercredi 3 jours de grève, une suspension du port de la robe. Ils ont décidé de déserter les prétoires et c'est pour protester contre les violences policières visant leur profession. Cher Tidiane Diagne. Le week-end dernier, des vidéos ont circulé de manière virale sur les réseaux sociaux montrant des agents de police exerçant des violences sur un avocat camerounais. La veille, l'ordre des avocats camerounais avait été informé du cas d'un autre avocat séquestré par des forces de l'ordre pour avoir dénoncé des violations des droits de ses clients. Hier, plusieurs tribunaux de Yaoundé sont restés déserts. Les avocats ont décidé de suspendre le port de la robe en désertant les prétoires pour protester contre les violences policières visant leur profession. Mi-novembre, l'ordre camerounais avait déjà protesté contre des violences policières qui visaient un avocat hospitalisé après avoir été interpellé par des gendarmes à Douala, la capitale économique du pays. Le Cameroun a une culture d'impunité généralisée lorsqu'il s'agit d'abus commis par ses forces de sécurité, déclare l'ONG Human Rights Watch dans une publication concernant le décès en garde à vue d'un jeune de 26 ans avec suspicion de torture. Le décès est survenu en janvier dernier. Au Soudan du Sud maintenant, de hauts responsables alliés du vice-président ont été arrêtés. Il s'agit du ministre du pétrole et le chef adjoint de l'armée, allié du vice-président Riek Machar. Ces hauts responsables ont été interpellés par des troupes de l'armée nationale alors que d'autres soldats encerclaient la maison du vice-président dans la capitale. Il s'agit d'une nouvelle manifestation de la rivalité politique entre Riek Machar et le président sud-soudanais Salva Kiir Souleymane. En Ukraine, des frappes russes font plusieurs morts. L'une des frappes a fait 4 morts précisément et plus de 30 blessés selon les autorités ukrainiennes. C'est survenu dans un hôtel. 14 immeubles résidentiels, un bureau de poste et des magasins ont été notamment endommagés. Selon Volodymyr Zelensky, des citoyens américains et britanniques bénévoles pour organisations humanitaires étaient enregistrés dans l'hôtel visé. Ils ont survécu parce qu'ils ont réussi à sortir de leur chambre à temps. Précision du président ukrainien Souleymane. Merci Fama John, il est 12h, bientôt 24 minutes.
Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Notre rubrique Point de vue dans une dizaine de minutes. Quels sont les risques et quel est l'impact environnemental et socio-économique d'une fuite de gaz détectée dans l'un des puits de GTA entre le Sénégal et la Mauritanie? Nous tenterons de répondre à ces questions avec nos deux intervenants du jour. Adama Fall, environnementaliste et spécialiste en gouvernance pétrole et gaz, et Ali Marie Sagne, directeur exécutif de l'ONG Lumière Synergie pour le développement. RFM Sport. Avant cela, d'abord le journal des sports. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Suleiman Niang. Le Sénégal prend part à la 13e édition du tournoi de lutte de la CEDEAO. Tolak, c'est l'acronyme de ce tournoi qui se déroule à Abuja, c'est au Nigeria, et c'est là jusqu'au samedi prochain. Les lions de la lutte seront inscrits sur différents tableaux en messieurs et dames. Les précisions du directeur technique national, Khalifa Sow, qui revient sur l'objectif du Sénégal de reconquérir le titre perdu il y a une année. L'objectif que quand on va dans une compétition, c'est de gagner la compétition. Je pense que ça, c'est pour tous les sports. On ne va pas dans une compétition pour perdre. On va dans une compétition pour gagner. Et comme vous le savez, au niveau de la CEDEAO, qui fête ses 50 ans, l'occasion a été donnée au CDJS d'organiser la 13e édition à Abuja, au Nigeria. Mais cette année, il y a une particularité dans l'organisation de ce tournoi de la CEDEAO parce que les équipes sont mixées. Donc les deux premières catégories de poids, les 66 kg et les 76 kg, c'est des filles qui vont compétir dans ces catégories. Et les hommes, ils vont compétir dans la catégorie des 86 kg, 100 kg et 120 kg. Mais nous pensons que l'équipe du Sénégal est dans de bonnes dispositions pour pouvoir remporter le tournoi. Coupe de la Ligue de football réservée aux moins de 20 ans. GFC gagne et se félicite de cette trouvaille de la Ligue nationale. Oui, GFC qui occupe la première place dans son groupe. Il s'agit de la poule G après 3 journées. Et GFC qui en profite pour parler en tout cas de cette nouvelle trouvaille de la Ligue sénégalaise de football professionnel permettant justement aux U20, aux juniors précisément, d'être beaucoup plus compétitifs. Et l'entraîneur qui en parle en son nom, Youssouf Dabo, qui estime que cela est bénéfique pour cette tranche d'âge. Nous l'écoutons, il s'est confié au micro de Youssouf Bodian. C'est une très bonne initiative. Ça permet aux jeunes de jouer, ça permet d'avoir de la visibilité au niveau international, national. Ça permet l'équipe première, par exemple, d'avoir sur la petite catégorie. Parce qu'on a le talent pour jouer en équipe première. C'est le moment de s'en profiter pour voir les jeunes. Le moment où les joueurs sont en train de jouer, tu vas trouver les meilleurs. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de jouer, de les voir. Mais ces compétitions les permettent de les voir. À Guédiawaye, cette équipe-là, on a presque en cadet, en junior. Cette année, on a combien de joueurs qui sont en train de jouer en équipe première? C'est à cause de ces compétitions. On jouait le matin à 8h. Bon, il n'y avait personne là-bas, il n'y avait pas de superviseur. Même les dirigeants ne sont pas là. Seulement les joueurs, les entraîneurs, les délégués comme ça. Mais tu sais qu'il y a de bons potentiels là-bas, de bons talents là-bas. Mais il n'y avait pas de visibilité. Il y a les superviseurs qui sont là, la fédération, la ligue qui sont là, en train de voir les joueurs. Voilà, ça les motive vraiment, ça les motive. Même nous les entraîneurs, ça nous motive. Après 3 journées, vous êtes leader de votre groupe. Quelle est un peu l'ambition de Guédiawaye en U20 dans cette Coupe de la Ligue? D'aller plus loin, mais de gérer les matchs par match. D'aller chercher 3 points ou bien les 1 point. Chaque journée de marquer des points. A précisé que ce jeudi pour la fin de la 3e journée de cette Coupe de la Ligue réservée aux moins de 20 ans pour le compte du groupe H à 15h, AGEL de Rufisque accueille AS Pikine. À 17h15, c'est au tour de Teungueth FC d'en découdre avec le Giraffe de Dakar. Tous ces matchs sont prévus
au stade Ngalandou Diouf. C'est à Rufisque. Et puis Suleiman, on termine avec l'Europa League qui prend le relais de la Ligue des Champions avec l'étape des huitièmes de finale. Il faudra noter qu'il y a plusieurs rencontres. Entre autres, on suivra le match entre AS Rome et Athletic Bilbao. La Lazio de Rome de Boulaïa est en déplacement chez l'équipe de Victoria Plzen à partir de 20h. Aix-Amsterdam contre Francfort. Bodo Glimt jouera contre l'équipe d'Olympiakos, mais un peu avant, à 17h45 déjà. Pour cet après-midi, l'équipe de la Real Sociedad qui va accueillir Manchester United. Alkmaar jouera contre l'équipe de Tottenham de Pape Matar Sarr. Fenerbahçe, c'est un club turc, accueille toujours cet après-midi à partir de 17h45 exactement heure de Dakar les Écossais des Glasgow Rangers. Tout en programme. Merci, cher Tidiane Diagne. Electronic Corp et Beko vous offrent votre revue de presse. La presse du jour, lue et commentée par Youssouf Bodian. Bonjour. Le trésor public a été cambriolé, l'État touché au cœur selon l'Observateur qui donne l'information à sa une. Les malfaiteurs ont ciblé des bureaux stratégiques situés au deuxième étage de la direction de l'informatique où les portes donnant sur le balcon étaient restées entrouvertes. Plusieurs objets de valeur emportés dont des ordinateurs reliés directement au serveur de la direction générale où sont stockées toutes les informations financières du trésor public. L'Obs révèle que le vigile en poste cette nuit-là ainsi qu'un agent de la police de la compagnie du groupement mobile d'intervention sont convoqués par la sûreté urbaine. Le procureur de la République a été saisi. Le trésor public, justement, où règne un malaise selon enquête, c'est à propos du rapport de la Cour des comptes sur les gestions entre 2019 et mars 2024. Selon le journal, le trésor public est éclaboussé par les dossiers Tabaski Ngom, Tahirou Sarr et le rapport de la Cour des comptes. Enquête donne la parole à Mordian, président de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal. Je cite: on parle du secteur informel, mais la comptabilité publique est aussi informelle. Fin de citation. Des accusations auxquelles le syndicat du Trésor voulait apporter une réplique hier, mais selon le journal, le soutien à Tabaski Ngom divise les agents. L'État du Sénégal qui veut solder sa dette intérieure. L'annonce a été faite hier en Conseil des ministres. Le Soleil rapporte qu'il a été demandé au ministre des Finances et du Budget de soumettre dans les plus brefs délais la stratégie d'appurement des engagements financiers de l'État vis-à-vis des entreprises. Le Quotidien qualifie ces mesures de calmant face au mouvement d'humeur. Le journal nous informe que l'État s'engage à régler la dette intérieure. Le gouvernement veut ainsi un pacte de stabilité sociale pour le 1er mai. Le journal L'Info y voit un grand pas de l'État vers le pacte social. Parmi les mesures annoncées, la définition avec les centrales syndicales et le patronat d'un calendrier de négociation visant la signature le 1er mai 2025 d'un pacte de stabilité sociale durant la période 2025-2029. Enfin, une bonne nouvelle pour le pays se réjouit Les Échos qui annonce la relance des activités du BTP, l'achèvement des anciens chantiers de construction d'écoles, d'universités et d'hôpitaux. Pendant ce temps, Walf Quotidien signale des licenciements dans le secteur privé. Il s'agit de 100 camionneurs des industries chimiques du Sénégal qui ont été remerciés. Les dernières sorties de nos deux premières dames intéressent aussi la presse de ce matin. Source A s'interroge sur le coût de leurs actions sociales et œuvres caritatives. La première dame, Marie-Khone Faye, s'est déplacée à Ndiaganiao pour assister les siens en denrées alimentaires et matériel sanitaire. Quant à la deuxième première dame, Absa Faye, a apporté son soutien aux orphelins d'une pouponnière de Mbour. Deux sorties, moult interrogations selon l'I Quotidien qui parle de revers de la polygamie au sommet de l'État. L'État qui veut fermer Mbebes, le grand dépotoir d'ordures qui sera transformé en espace vert. Les détails à lire dans Sud Quotidien. Pour sa part, Libération fait des révélations sur l'affaire des notes gonflées à la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en échange d'argent ou de faveurs sexuelles. Le journal fait état des derniers aveux de l'intermédiaire. Victor Mathieu Moundor Diouf, il s'appelle, il est étudiant en Master 2. Il démarchait les clients en échange d'une commission de 50 000 francs CFA par dossier. Il a été écroué. Et puis en sport, Record consacre sa une à Boulaïdja, attaquant de la Lazio de Rome en Italie. L'attaquant sénégalais déclare, je cite, « Je suis un milieu de terrain offensif ». Fin de citation. Bonne lecture à tous. Electronic Corp et Beko vous ont offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ?
12h33. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue pour débattre de cette affaire, donc la fuite de gaz détectée dans l'un des puits de GTA entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est en mer. Hein. Quel risque et quel impact environnemental et socio-économique pour répondre à cette question, nous sommes en ligne avec l'un de nos intervenants, Adama Fall, environnementaliste spécialiste en gouvernance pétrole et gaz. Adama Fall, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, on va commencer avec vous en attendant d'être rejoint par notre deuxième intervenant. L'incident se serait produit dès le 19 février dernier et ce n'est que cette semaine que l'affaire s'est ébruitée, disons, notamment au Sénégal, puisqu'en Mauritanie déjà on en parle depuis quelques jours. BP se veut rassurant. Donc la fuite aurait été maîtrisée, disons, dans une certaine mesure. Mais dites-nous d'abord, quelle est la fréquence de ce type d'incident sur des projets pétroliers et gaziers dans le monde? Est-ce que c'est quelque chose de rare, de fréquent? Oui, bon, en fait, il faut savoir que le risque zéro n'existe pas dans ce métier, dans l'industrie pétrolière et gazière. Donc déjà, BP, elle a été victime de ça depuis 2010. Par rapport à l'explosion du Deepwater Horizon, donc qui a fait déverser beaucoup de millions de tonnes de pétrole. Dans le golfe du Mexique, en fait, oui, du Mexique, voilà, aux États-Unis. Maintenant, c'était du pétrole, mais aujourd'hui, on parle de gaz. Donc, aux GTA, donc là-bas, il y a 4 puits qui sont opérationnels. Donc là, on parle du puits A02, donc qui va la fuite en quelque sorte. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est la quantité normalement qui est déversée, en fait, qui est en fuite. Mais aujourd'hui, d'après les informations de BP, donc l'impact donc par rapport à cette fuite-là, elle est mineure, puisque c'est des bulles de gaz donc à faible débit donc qui sortent. Donc il n'y a aucune incidence en fait sur les employés et même temps sur l'environnement. Mais ça reste à vérifier également. Donc si on sait prendre la vulnérabilité des espèces qui sont aux alentours de cette plateforme, donc de ces puits. Donc, disons par exemple que là où se trouve le problème, c'est environ 127 km des côtes. Donc, il n'y a pas des installations. Donc, il n'y a que des puits sur place. Mais quand même, on ne peut pas négliger l'impact minime qu'il soit. Bon, il peut y avoir des incidences. L'essentiel, c'est de comprendre l'ampleur, les dégâts, en fait, que ça va causer sur l'environnement. Donc, c'est du gaz naturel associé des condensants qui sont des impuretés. Donc, c'est tous des hydrocarbures donc, qui pourraient avoir vraiment des impacts sur l'environnement, sur la biodiversité marine. Mais l'essentiel, c'est de comprendre la vulnérabilité des espèces qu'on peut analyser comme une composante qui va subir l'impact et aussi la quantité qui est déversée. Mais heureusement, c'est du gaz. Bon, le gaz, on peut le considérer comme une énergie qui est volatile. Imaginez, par exemple, s'il y a des fuites, cette fuite-là peut aller remonter à la surface, mais quand même, ça pourrait avoir du temps. Puisque on ne peut pas avoir 3000 km, environ 2800 mètres de profondeur. Donc, je pense que l'évolution même de ce gaz, de cette fuite-là pour aller à la surface de la mer, ça va être difficile. Donc, dans ce cas, on peut parler que l'impact pourrait être minime dans ce cas de figure. Donc, des risques assez limités. Alors, vous avez entendu l'ex-Africa, qui est une ONG qui s'intéresse à ces questions pour y avoir travaillé avec les communautés sur place, déplorer le manque de transparence. Le fait que l'information n'ait pas été rendue publique à temps, le manque d'information et le manque de gestion des impacts sur l'environnement. Alors, je reste avec vous. Nous avons été rejoints par Ali Maraïsagne que je vais introduire tout à l'heure. Mais encore pour vous, on sait que la fonction qualité, hygiène, sécurité et environnement est l'une des fonctions les plus importantes dans cette industrie. Il y a une très grande priorité qui est accordée à ces dimensions-là des projets. Encore une fois, comment cela a pu arriver, mais surtout quand des choses comme ça arrivent en matière de qualité, hygiène, sécurité et environnement, quelles sont les obligations des opérateurs sur le terrain en termes d'information, non seulement des autorités, mais aussi de la communauté?
Bon, en fait, il faut savoir que même dans le cadre de ces projets, avant même la réalisation de ces projets, il y a tout ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et social, qui identifie toutes les sources d'impact. Ce qui est sûr, moi, c'est que ce scénario a été identifié. Et sûrement aussi des mesures ont été proposées. Maintenant, à l'état actuel, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y en est, donc la quantité qui est déversée, mais ce qui est sûr, c'est une responsabilité même de l'entreprise, de la compagnie BP, de prendre des mesures rapides, parce que la fuite ne peut pas durer. Si ça dure plus, l'impact devient important. Et aussi, il y a aussi des craintes liées à la pêche artisanale, la pêche industrielle et aussi la biodiversité. Ce qui est important, c'est les mesures qui sont actuellement proposées. Et on est heureux d'entendre qu'actuellement, il y a une équipe sur place qui est en train de solutionner le problème. Là-dessus. Ali, Marie... là-dessus. Voilà. Ouais. Et ça, on trouve ça rassurant, mais quand même, la communication, bon, nous déplorons que la communication était un peu tardive, donc par rapport à la compagnie. Même l'État aussi devait communiquer par rapport à cette incidence pour assurer les parties prenantes. Donc, on se désolé sur ça, mais ce qui est important, c'est de maîtriser les risques et de prendre des mesures de correction par rapport à cet incident. Merci, Adam Fall. Ali Marie-Sagne, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Lumière Synergie pour le développement. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons commencé le débat sur les questions de transparence, sur les risques, notamment sur l'environnement. Mais il n'y a pas que l'environnement, il y a l'activité de pêche et sur tout cela, quel est votre point de vue que vous inspire cet incident et tout ce qui environne cette affaire, notamment les questions de transparence, de redevabilité et de gestion des risques? Merci d'avoir donné l'opportunité de partager cette réflexion avec vous et avec vos auditeurs. En tant qu'environnementaliste, comprenez bien que nous n'avons pas rescardé le silence par rapport à cet incident. Ma première réaction est que ça ne nous surprend pas pour quelqu'un qui fait le monitoring des entreprises multinationales du secteur énergétique depuis plus de 20 ans. L'environnement est le parent pauvre de l'extraction minière et pétrolière. Ça, c'est connu de tout le monde. Et cet incident, je crois, devrait ouvrir les yeux aux deux gouvernements mondiaux et sénégalais pour prendre les devants et s'assurer qu'effectivement, il y a des mécanismes forts pour suivre tout ce qui pourrait advenir en termes d'impact et de pollution des opérations minières pétrolières et gazières. Oui, BP semble dire que ce genre d'incident était déjà prévu, mais on ne s'y attendait pas aussitôt dans le cycle de développement de ce projet-là. Qu'est-ce que cela vous inspire? Parce que on sait que c'est un projet qui a connu beaucoup de retard et on nous a annoncé il y a quelques semaines le first gaz et le processus de liquéfaction en cours en vue des premières expéditions. Est-ce que vous voyez un rapport entre les deux? Vous savez, il n'y a pas de risque zéro dans l'industrie minière et pétrolière. Il y a toujours des risques. Dans toutes les entreprises minières et pétrolières ont ce qu'on appelle des unités de gestion rapide, de réponse rapide par rapport à ces risques. Donc, une fuite, c'est quelque chose de presque banal pour les industries pétrolières ou gazières. Mais ce qui est inquiétant, c'est que pourquoi, premièrement, BP n'a pas communiqué aux autorités sénégalaises, au ministère de l'Environnement et aussi du pétrole, l'ampleur, même le point exact où la fuite a arrivé et l'impact que ça peut générer, parce que c'est de sa responsabilité de communiquer. Malheureusement, il ne l'a pas fait. BP a communiqué seulement quand les voix ont commencé à s'élever. Moi, c'est les pêcheurs avec lesquels nous travaillons sur la question de la gestion des impacts et de qui m'ont informé. Nous sommes là depuis 2 ans avec la pêche qui s'inquiète sur les impacts potentiels et réels même de l'activité d'extraction. Sans autant que BP ait la responsabilité de répondre concrètement aux demandes des pêcheurs. Donc cet incident vient encore prouver que l'extraction ne peut pas se faire sans risques environnementaux et sociaux et que
qu'il est la responsabilité première de BP en tant qu'entreprise opérante et Cosmos, mais également du gouvernement du Sénégal de s'assurer que ces impacts ne seront minimes et que des mécanismes rapides sont en place par les autres gouvernements et compagnies pour s'assurer que véritablement, à chaque fois qu'il y a un impact, que la réponse adéquate puisse se faire. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que une fuite de gaz ne peut pas être minime. Je ne suis pas d'accord avec BP qui dit que c'est minime, ça n'a pas d'importance. Les pêcheurs sont inquiets, nous on est inquiets. Parce qu'en plus du gaz liquéfié qui va s'étendre, il y a d'autres métaux qui peuvent être entraînés dans cette fuite. Et le gaz liquéfié a du carbone. Le carbone peut avoir des impacts sur l'eau, etc. et sur la ressource halieutique. Donc il ne faut pas négliger ça. Je ne suis pas d'accord avec la communication. Alors si j'ai bien compris, pour l'instant, il ne s'agit pas du gaz liquéfié, mais de l'hydrocarbure en tant que tel. Donc le gaz mélangé de condensat et d'autres impuretés. Mais j'entends bien que même ce gaz-là peut être mélangé avec des produits qui peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement. Alors, la toxicité ne fait pas de doute. Oui, j'entends bien. Je vous ai entendu parler de gaz liquéfié. C'est juste pour faire le départ entre les différents produits aux différents niveaux du cycle de production. Venons-en à la question sécuritaire. Adama Fall, vous évoquiez tout à l'heure l'accident qui se produit en 2010 à Deep Horizon, donc dans le golfe du Mexique, au large des États-Unis, avec cette plateforme pétrolière qui avait même explosé. Bien sûr, ici, on n'en est pas là. On n'en est pas là, il faut être très clair, mais le risque ne peut pas être exclu, même si ce n'est pas cet incident en particulier. Est-ce que vous pensez que le Sénégal, BP et les autres partenaires, Cosmos, les autres parties prenantes, sont suffisamment préparés à ces extrêmes? Bon, en fait, moi, je pense que les compagnies, là, ils ont appris beaucoup de leçons dans le passé, en fonction de leur expérience. Donc, il y a beaucoup d'expériences qui ont été capitalisées. Mais vous savez, les environnements sont différents. Donc les activités, donc les interactions avec les usagers de la mer sont différentes en fonction des zones. Et ici, moi je pense que sincèrement, bon, là, si on prend la pêche artisanale dans cette zone, parce que bon, la flotte ne va pas jusqu'à ce niveau en fait. Peut-être si c'était par exemple au niveau du hub gazier, là on pourrait comprendre les impacts. Il y a une dizaine de kilomètres des côtes. Des kilomètres donc, du hub, mais là on se trouve environ à 125 km des côtes. Bon, on minimise pas l'impact. Donc il y a une biodiversité qui suit autour. Donc l'impact peut être vraiment avéré. Mais il faut comprendre à quel niveau l'impact va se situer. Donc la quantité, comme je l'ai dit, donc, des bulles de gaz qui sont déversées et comment ça va se propager, les microcontaminants. Donc tout ça, c'est des éléments à comprendre. Mais quand même... Mais est-ce que le Sénégal est associé dans le processus? Est-ce que tout est laissé entre les mains des opérateurs, Cosmos et BP? Est-ce que le gouvernement sénégalais est impliqué? J'imagine que oui. Est-ce qu'on a les capacités? Est-ce qu'on est bien représenté sur site? Bon, en fait, je pense qu'ils sont les premiers responsables donc, de la surveillance environnementale et santé-sécurité, donc associés à leurs installations, à leurs opérations en offshore. Mais tout de même, l'État, il est impliqué, parce que le ministre de l'Environnement, il est impliqué dans le suivi donc, du projet de la mise en œuvre du PDS. Et le PDS décrit réellement les mesures donc, qu'il faut prendre en compte donc, s'il y a un incident sur place. Je pense qu'ils sont impliqués là-dessus. C'est des suivis qui se font régulièrement donc, au niveau des plateformes. Donc, ils sont bien représentés. Même le Petrosen, qui est aussi une partie de l'État, il est dans le joint venture. Donc, ils sont impliqués. Donc, ils sont impliqués dans la gestion actuelle donc, de ces incidences. Mais quand même, la communication qui tarde à venir, c'est ça que nous désolons. Donc, je pense que donc, cet incident, donc, il y a beaucoup de leçons à prendre. Bon, en fait, moi, je me dis, bon, aujourd'hui, donc on est juste à 2 mois de production, donc on a vu l'incident. On se pose des questions, est-ce que réellement toutes les installations étaient déjà prêtes pour bien démarrer? Donc est-ce qu'on ne s'est pas précipité donc, pour parler de ce gaz? Donc il y a tous ces questionnements que je me pose moi. C'est la question que je posais tout à l'heure. Alors pour clore ce mini-débat à Ali Maritagne, on vous a bien entendu sur l'impact environnemental, vous ne serez pas d'accord là-dessus, minime ou important ou potentiellement important avec la dynamique
des courants marins et tout ça, même si effectivement le site d'extraction est bien au large et avec d'ailleurs une distance de sécurité autour de ce site. Ali Marie Sagne, sur la question sécuritaire, au-delà des impacts environnementaux, donc l'impact social, sécuritaire sur les communautés, sur les infrastructures et sur la représentation du Sénégal sur place pour pouvoir tout surveiller et accompagner. Vous savez, moi, il y a 20 ans, quand j'étais à Sabodala, j'avais utilisé des tests des niveaux de contamination des eaux de surface. Si vous baladez dans les zones minières, je recueillais de l'eau, j'envoyais à Dakar pour des tests. Et j'informais l'autorité, oui ou non, telle entreprise qui exploite à Kerekunda ou bien à Mamahono a fait des impacts. Donc je doute, mon problème, c'est que je pouvais me poser des questions sur la capacité des deux États, des ministères de l'Environnement, leur capacité technique à suivre et à faire le monitoring à prendre des réponses à quand des incidents. Il faut que cela soit posé dès à partir de cet incident-là. Il faut s'assurer qu'au niveau gouvernemental, mauritanien et sénégalais, que les ministères de l'Environnement, la division régionale de Saint-Louis est équipée et est capable de suivre en cas de cela doit se faire le plus rapidement possible. Et est-ce que la société civile devrait jouer un rôle, la société civile au sens large, y compris les centres spécialisés, les universités, les centres de recherche? Oui, c'est ce que je viens de dire. Moi, quand j'étais à Tambacounda, je faisais des tests. J'avais une unité de labo. Je suis sinistre de formation également. D'accord. Je faisais des tests, je l'envoyais à Dakar. Mais c'est totalement différent avec ça. Ça, c'est en offshore, c'est en profondeur. Et c'est là où les gouvernements et même Petrosen doivent s'équiper, se former et s'équiper en conséquence et ne pas attendre que les incidents surviennent pour intervenir. Ce n'est pas suffisant que BP ou bien le ministère de l'Environnement soit dans l'équipe. Non. Une chose est sur l'équipe, une autre paire de manches est d'avoir la capacité de faire le monitoring et de faire le reporting, de prendre les mesures. C'est ça qui est fondamental pour moi. Et BP a les moyens de le faire. Et BP a la responsabilité, en vertu du principe pollueur-payeur, de prendre la responsabilité en cas de communiquer et de réparer. Si réellement en il y cas a des d'incident. impacts, c'est au gouvernement de prendre la responsabilité pour voir l'ampleur et le niveau d'impact. Et les pêcheurs sont très inquiets, y compris les environnementaux qui sont la question. Merci Ali Marissagne, directeur exécutif de l'ONG Lumière Synergie pour le développement. Merci également à Adama Fall, environnementaliste spécialiste en gouvernance pétrole et gaz. Nous vous retrouverons tous les deux dans la version Wolof de ce débat. Pour l'instant, il est 12h51 et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, à la réalisation Barthélémy Ngom avec Mam Astoukan, à la mise en onde Aliouba, à la production Abdou Thiam. À 13h, vous avez rendez-vous avec Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir. Pourquoi choisir Beko ? Je vais te le dire. Les appareils Beko bénéficient des dernières technologies pour être à la fois économes, fonctionnels et efficaces, tout en offrant un design élégant. Nos réfrigérateurs Harvest Fresh garantissent une fraîcheur longue durée et conservent vos viandes, poissons, fruits et légumes 3 fois plus longtemps. Nos cuisinières posables et fours encastrables équipés de technologies les plus avancées assurent une cuisson plus rapide, parfaite et homogène. Et pour le petit électroménager, la boîte à bijoux de votre cuisine, Beko simplifie votre quotidien avec des mixeurs, blenders, hachoirs, air fryers et machines à café. Faciliter et simplifier la vie à nos consommateurs, telles sont nos priorités. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Jusqu'au 31 mars 2025, profitez de la promo Ramadan avec des remises exceptionnelles sur tous les produits Beko. Pour tout achat d'une valeur de 300 000 francs, un cadeau vous est offert. Téléphone 33 867 79 99 70 480 53 48. Ramadan Moubarak avec Electronic Corp. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar.
Publicité sur RFM. bu ñu mënoon kër bu ne ñu dugg fa gërëm leen ci kóolute bi bokk ak yéen bànneexu koor gi ak suñu ay produits. ngay éleveur boulanger chef cuisinier wala sax ku bugg ay toggantu NMA Sanders moo leen di ñaanal koor bu sell ànd ak bànneex. By Mara. seen appartement bu ànd ak waañ am lépp teg ci remise bu 3% du ay gént de lii la leen Adowa Cité Seyba indil ci koor gi kon nag bés ni ki tey réservé leen ngir mën a am bërëb bu bakkene te mucc ayib ànd ak njëkk yu xéewale ca sortie 10 ba Cité Seyba bu Adowa appartement standing doore ko ci 21 millions de francs CFA kese kon nag bés ni ki tey jokkoo leen ak ñun ci 33 822 42 32 ngir mën a nemmeeku suñu appartement témoin ba noppi ñu tegal la ci 3% de remise. Ramadan Moubarak weeru kooru jàmm ak le numéro 1 mondial ak ki raw ci àdduna bi ci wàllu électroménager fukki at ak juróom benn ngi nii Haier di leen indil ay produits électroménager yu mujjee génn ci àdduna bi te du consommer dara lépp tendance xew loolu ci jamono ngir seeni biir kër gën a rafet ay congélateur inverter ay réfrigérateur multiporte no frost ay cuisinière mix yu am option yépp mini électro yi loo ci bëgg Haier am na ko ay produits encastrables yoo xam ne ay hot la yu àndandoog détecteur de mouvement ay four yoo xam ne écran tactile la te tàngaay bi di wëlbatu ko saa su ne ay plaque chauffante yoo xam ni gaz lay jël wala électrique ay micro-ondes yu am capacité yu rëy te baax ay lave-vaisselle nga xam ni mooy raxasal ndab yi boppam lépp lu ngeen soxla pour seen waañ gën a yànj gën a rafet ay njëg moom ñoo ci man waa Haier daw si leen gaaw ci suñu showroom bi nekk Ouest Foire jano ak station Shell bi nekk Yoff wala ngeen jaare ci station Elton bi nekk ci rond-point Cyprès wala ci revendeur agréé boo mënti dem duggal sax ci suñu site gaaw www.officechoice.sn wala nga woote 33 820 20 34 wala 77 842 20 20 ak Haier ay possibilités yu dul jeex ak ay création yu mat sàkk. ngir say ndugg yu sew wala ravitaillement jaratul ngeen di déplacé wu sa supermarché mi ngi si sa application Yassir da ngay toog fi nga toog commande lépp loo soxla ñu livré la ko ci lu gaaw te itam si diiru weeru koor gi yépp livraison bi doo leen ci fay dara ci supermarché bi waa li neexul te yemul foofu de mën nga commandé tamit ci lu ëpp 500 restaurants lépp ci application Yassir bi ak livraison bu gaaw a gaaw téléchargel gaaw application Yassir Yassir la vie en plus